Les cartes Pokémon sont-elles en train de devenir les nouveaux timbres? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Thierry. Bonjour François Thierry. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert en cartes de collection au sein de la maison Agut. Alors si on a choisi ce thème, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'on voit maintenant des collectionneurs et des investisseurs soutenir ce marché de la carte de collection Pokémon pour le coup. On a vu il y a quelques années, je crois que c'était en 2021, des records absolus aux États-Unis sur des cartes, notamment sur une carte à plusieurs millions d'euros. Mais au-delà de cet effet waouh, il y a quand même un marché qui se tient globalement bien de l'investissement en cartes Pokémon, François Thierry. Tout à fait. Alors les Pokémon sont arrivés en France en 99. Et aujourd'hui, les personnes qui jouaient avec les cartes Pokémon dans ces années-là sont devenues des actifs en puissance. Donc des personnes qui veulent faire un peu leur Madeleine de Proust en rachetant les cartes qu'ils ne pouvaient peut-être pas acheter quand ils étaient plus jeunes. D'accord. Et ces cartes-là ont été éditées à peu d'exemplaires. Et donc les prix sont montés. Et retrouver les anciennes cartes dans des états parfaits font parfois monter les prix de manière complètement extravagante. Et depuis le Covid, notamment, il y a eu une bulle Pokémon qui est un tout petit peu retombée 2-3 ans après. Et puis depuis, ça repart. On a énormément de collectionneurs, beaucoup d'investisseurs. Il y a eu beaucoup aussi de reprises dans les médias. Donc tout le monde s'est un petit peu penché sur le phénomène. Même le gouvernement s'est penché dessus pour la plus-value. Bien sûr. Et le Pokémon Company imprime les cartes avec parcimonie. D'accord. Et donc, même Pokémon Company s'est pris au jeu, effectivement, de l'investissement ou de l'attrait des collectionneurs. Exactement. Donc, selon les éditions, ils sortent des éditions tous les 3 mois. Et selon les éditions, ils tirent à plus ou moins d'exemplaires. Et parmi ces éditions, il y a quelques cartes rares qui sont tirées encore à moins d'exemplaires. Mais alors... Oui. Et donc on a beaucoup de personnes qui se jettent sur ces nouvelles éditions. Il y a plus de demandes que d'offres. Mais alors ce que vous nous dites, c'est deux phénomènes distincts. C'est-à-dire que si je comprends bien, le marché a commencé à se créer parce que ceux qui jouaient avec les cartes Pokémon ont commencé à vouloir acheter, se refaire une collection, ou en tout cas acheter celles qu'ils ne pouvaient pas acheter quand ils étaient jeunes. Et donc ça a commencé à lancer le marché. Et là même, la Pokémon Company se met à alimenter un marché d'investisseurs ou de collectionneurs, mais qui sont peut-être plus forcément ceux qui juste voulaient retrouver le jeu de leur enfance. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, on n'a que les collectionneurs, et plus il y a de collectionneurs, plus ça fait venir ensuite les investisseurs. C'est un peu comme, pourquoi pas les timbres à une certaine époque, c'est-à-dire que tout le monde collectionnait les timbres, on a commencé à collectionner, et puis quand la communauté de collectionneurs est énorme, en fait, les valeurs individuelle des timbres monte. D'accord. Là, ça fait exactement la même chose avec les cartes Pokémon. C'est la même chose aussi avec d'autres licences que Pokémon. Ça peut être Magic ou ce genre de choses. Et en plus, c'est des cartes avec lesquelles on peut jouer. D'accord. Donc il y a les joueurs, les collectionneurs, les investisseurs. Et ça n'est pas que les cartes Pokémon. C'est effectivement d'autres cartes de collection avec lesquelles on pouvait jouer dans la cour de récréation et qu'on retrouve aujourd'hui comme cartes de collection. C'est exactement ça. Ça peut être les cartes Magic, par exemple. Ça peut être Pokémon. Ça peut être Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de tournois Yu-Gi-Oh! Actuellement, par exemple, à Paris, aujourd'hui, il y a 10 tournois Magic. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que les cartes prennent de la valeur pour les collectionneurs ou les investisseurs? Alors les cartes prennent de la valeur selon deux principes, c'est-à-dire que l'ancienneté et la qualité de conservation. D'accord. Mieux la carte est conservée, plus elle va être rare et difficile à acheter parce qu'elle va devenir très chère. D'accord. Par exemple, on a... Donc il vaut mieux ne jamais avoir joué avec la carte qu'on veut vendre. Exactement, c'est de l'avoir ouvert et directement l'avoir placé dans... D'accord, plastifié, gardé. Exactement, c'est le même principe que les pièces ou les timbres. D'accord. Et il y a des cartes qui peuvent vraiment valoir des milliers et des dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'était le premier critère. Donc vous avez dit effectivement rareté et qualité. Donc qualité, c'est bon. Et rareté... Et la rareté, en fait, ça dépend plutôt de l'éditeur. C'est-à-dire que sur une même série, s'il y a 100 cartes qui sont imprimées à 400 000 exemplaires, il y aura peut-être 2 cartes parmi la série qui vont être imprimées à 5 000 exemplaires. Donc elles seront plus difficiles à trouver. Là, on parle de Pokémon, mais il y a d'autres compagnies comme Panini, par exemple, qui sont sur les cartes de sport, mais pas que. Et ils ont même un nouveau filon, c'est-à-dire qu'ils impriment en quantité limitée. C'est-à-dire qu'une carte de Mbappé, typiquement, ils vont avoir une carte avec un bord doré qui n'existe en un seul exemplaire. On va avoir la même carte avec un bord vert en 5 exemplaires, avec un bord bleu en 15 et ainsi de suite. Et la carte qui n'existe en un seul exemplaire, à sa sortie, peut déjà valoir des milliers d'euros. C'est ce que j'allais dire. Quel intérêt pour les éditeurs de cartes de créer la rareté, puisqu'ils ne sont pas du tout associés au marché secondaire, mais
il joue quand même. C'est quoi? C'est une histoire d'image de marque ou Oui, non, c'est-à-dire qu'en créant de la rareté sur le marché secondaire, ça incite les personnes à racheter les produits qui vont sortir en se disant on va pas en avoir beaucoup qui va sortir, on appelle ça du stocking, et on a beaucoup de personnes qui achètent en masse les éditions qui viennent tous de sortir et qui créent d'ailleurs de la pénurie dans les magasins. C'est ce qui s'est passé avec Pokémon. Il y a une série qui est sortie en français donc fin janvier, en précommande en novembre il n'y en avait plus, et on a eu des scènes dans les magasins où les gens couraient pour aller les récupérer. C'est un peu d'ailleurs un peu n'importe quoi. Donc on a effectivement, il y a un vrai engouement aujourd'hui. Si on parle des chiffres un peu, François Thierry, aujourd'hui, alors deux choses, peut-être tout d'abord, quand vous faites une vente, on va parler de cartes Pokémon plus spécifiquement, mais ça s'adjuge à combien aujourd'hui une carte Pokémon? Alors je sais pas s'il y a des... On parle quoi? On parle d'un Pikachu? Moi j'en connais pas beaucoup. Alors, il y a Pikachu, Dracofeu. Ouais. Pikachu, on a eu la chance d'avoir un Pikachu Illustrator pour notre dernière vente en novembre dernier, qu'on a vendu 192 000 €. D'accord. Ah oui. C'est le record en Europe. C'était un Pikachu donc en fait d'une édition limitée japonaise qui a été donnée pour un concours de dessin dans les années en 99. D'accord. Et il en existe que 41 dans le monde. Il y en avait 2 en France. Il y a un des 2 Français qui s'en est séparé, qui l'a vendu. Et donc voilà, la carte a été vendue 192 000 €, record européen pour une carte. Et qui achète des cartes Pokémon? Alors évidemment, je ne vais pas vous donner le nom de la personne, mais là il s'agit d'une personne pour un investissement pour son fils. D'accord. Qu'il aurait pu investir en achetant un appartement, un studio. D'accord. Il a acheté une carte Pokémon. Parce que c'est un investissement. Alors, j'aime pas forcément ce terme, puisqu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais ça peut être considéré comme un investissement aujourd'hui, une carte Pokémon? C'est un investissement, c'est aussi à prendre avec des pincettes, parce que c'est à risque. C'est un peu le même principe pour moi. Je fais souvent des parallèles avec le Bitcoin et les altcoins. C'est-à-dire que le Bitcoin, on va dire que c'est le plus sûr des monnaies parallèles, des cryptos. Donc Pokémon, ça va être un peu la même chose pour les grosses cartes. Par contre, pour les petites éditions, pour chercher ou pour les autres séries, c'est un peu les altcoins. Donc c'est prendre un risque d'investir et puis de se dire ça va monter, ça va pas monter. Voilà. On sait qu'il y en a peut-être une qui va monter sur les 10 qu'on va acheter. C'est un peu ce principe-là. D'une manière générale, de toute façon, pour investir dans Pokémon, il faut se renseigner avant. D'accord. Il y a des professionnels pour ça. Il faut aller en boutique, il faut s'adresser aux maisons de vente, à des experts, de manière à ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on a vite fait aussi d'être mal conseillé, d'acheter des faux, parce qu'il y a énormément de faux. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Il y a plus de faux en circulation que de vrais. Et comment on fait pour expertiser une carte Pokémon? Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour voir si c'est une vraie ou une fausse. D'une manière globale, les fausses Pokémon sont assez grossièrement faites, donc on les voit bien, parce que les fausses Pokémon ont été produites pour les enfants qui ne peuvent pas avoir les bonnes cartes. C'est tellement difficile d'avoir une bonne carte et ça coûte tellement cher que quand on va sur les sites... on va dire des grossistes en ligne hyper connus, vous allez pouvoir commander les 100 meilleures cartes Pokémon à 2 €. On sait que c'est des fausses. C'est ce qui circule dans les cours de récréation. Et les enfants peuvent jouer avec les belles cartes, on va dire. Mais c'est des fausses et on les voit assez largement. Il n'y a pas trop d'arnaques sur les Pokémon, cartes Pokémon. Par contre, il y a énormément d'arnaques sur d'autres cartes de d'autres licences qui valent très cher. Parce que les cartes sont très très bien faites. Et il faut surveiller avec la loupe, avec le poids, avec plein de choses. Il y a plein de repères pour repérer si c'est une vraie ou une fausse. On n'a pas besoin de la facture d'achat quand on vend sa carte Pokémon pour potentiellement dans une vente aux enchères? Alors, on peut en avoir besoin. Si ça dépasse les 5 001 €, on est soumis à la plus-value. Donc, pour des boîtes notamment qui n'ont pas été ouvertes, ou ce genre de choses, si vous retrouvez une facture d'achat, c'est génial parce qu'il y a certaines boîtes qui peuvent s'échanger à plus de 30, 40, 50 000 €. Et la plus-value de 6,5% sur 40 000 €, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable et c'est important effectivement à avoir en tête. Merci beaucoup François Thierry de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes expert en cartes de collection au sein de la maison Agut. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.